Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté de l'actu. On a les GPU Intel qui ont eu un nouveau driver qui améliore pas mal les performances apparemment. On a également d'autres news, du côté de chez AMD, du côté de RDNA 4 et tout ça. Enfin bref, allons-y, c'est parti. Et donc on commence du côté de chez AMD avec la Radeon RX 7900, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. On avait vu le test la dernière fois. Bon, la carte était pas spécialement incroyable, surtout au prix qui était demandé, et apparemment, la carte est sortie en Chine, et le tarif commence déjà à diminuer. Alors, ça reprend un petit peu mes interrogations avec la stratégie marketing d'AMD dernièrement avec ses lancements, à savoir que les prix sont trop hauts à la sortie et ils baissent très rapidement ensuite. Et bien c'est ce qui semble se produire ici encore une fois. Alors c'est pas une très grosse baisse, puisque c'est environ 30 $ de réduction. Malgré tout, la carte est sortie il n'y a même pas un mois. Et c'est déjà en train de baisser de prix, donc bref. C'est pas vraiment hyper surprenant. La carte à son tarif de base, en vente au détail, n'était pas spécialement intéressante, vu ce qui est déjà disponible sur le marché à l'heure actuelle. Et ça fait un petit peu le lien avec la news suivante, à savoir qu'AMD devrait annoncer quelque chose à la Gamescom. Alors c'est quelque chose que l'on entend depuis très longtemps. Ça a été plus ou moins officialisé par Scott Erkelman qui travaille chez AMD. Et apparemment on devrait avoir une annonce de la part d'AMD Radeon à la Gamescom. Et comme on l'entend dire depuis un bon moment, avec les différentes fuites des différents AIB d'AMD, on devrait voir débarquer la 7800 XT et la 7700 XT à la Gamescom la semaine prochaine. La grande interrogation, c'est évidemment le tarif, puisque c'est un des problèmes avec les derniers lancements du côté des Radeon. La RX 7600 par exemple, c'est pas que c'est un mauvais produit, la carte graphique en elle-même est plutôt sympathique, c'est juste que le tarif est quand même légèrement trop élevé. Pour la 7900 GRE dont on vient de parler, c'était la même chose, la carte en elle-même, pourquoi pas, c'est juste que le tarif est trop élevé. La 7800 XT et la 7700 XT, on espère que ce sera un petit peu mieux du côté du tarif, ou du moins que ça ait plus de sens. Ou est-ce qu'AMD va encore une fois nous sortir un produit trop cher pour le baisser moins d'un mois plus tard? On verra bien, j'ai pas grand espoir qu'AMD arrive directement avec un prix correct. D'autant plus, comme on peut s'en douter, la 7800 XT devrait pas être vraiment plus performante que la 7900 GRE, à savoir plus ou moins les performances de la 6900 XT de la génération précédente. Donc bon, si on se dirige vraiment vers une 7800 XT, il faudrait quand même que celle-ci soit plus performante que la 6800 XT de la génération précédente. Si c'est à peine les performances de la 6900 XT, ça vend quand même pas du rêve si AMD la sort par exemple à 600 $. Ça serait un petit peu étrange, je trouve, puisque du coup ce serait le même tarif que la 4070. Pour la carte qui vient se positionner juste en face, AMD, la plupart du temps, a besoin de se positionner légèrement en dessous pour être compétitif. Donc on verra bien ce qu'ils font, mais ça va être intéressant de voir justement comment ça se passe. Et pendant qu'on est chez AMD, on enchaîne avec Igor Labs qui teste en ce moment des cartes professionnelles chez AMD, comme ici la Radeon Pro W7600, qui n'est ni plus ni moins que la RX 7600, côté professionnel, comme on peut le voir ici. Généralement, ce sont des cartes qui consomment un petit peu moins, qui ont un système de refroidissement beaucoup plus simple et petit. Là, ça fait une carte single slot. C'est les cartes pour professionnels, pour les workstations. Eh bien, apparemment, cette carte aurait un problème de surchauffe. Et c'est quand même assez embêtant, puisque ce sont des cartes pour professionnels. Ce qu'on demande surtout pour les cartes pro, c'est qu'elles soient le plus stables possible. Là, apparemment, il y aurait un problème de surchauffe, ce qui fait que la carte ferait des black screens. Et ça la fout quand même un petit peu mal, puisqu'apparemment, en repastant la carte elle-même et en changeant les pads thermiques, en mettant quelque chose d'un petit peu plus court, la carte serait du coup ok. Donc c'est un problème de conception ou d'assemblage, je sais pas trop, mais il y a clairement un truc qui se passe pas bien apparemment. Et c'est vrai que ça la fout un petit peu mal, puisqu'on avait déjà eu des problèmes avec les systèmes de refroidissement made in AMD, avec la 7900 XTX à sa sortie par exemple, avec les chambres à vapeur qui posaient problème. Et c'est vrai que des 7900 XTX made in AMD, on n'en a pas revu depuis. Alors après, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un problème plus général? Est-ce que c'est la carte qu'il a reçue lui qui avait un problème au niveau de son assemblage? Ça peut arriver aussi. Bon, du coup, on verra bien si on en apprend un petit peu plus tard. Mais il faut quand même espérer ici que ce soit pas un problème en série, comme ça avait été le cas avec la 7900 XTX par exemple. AMD toujours, mais du côté des processeurs, ici, avec le Ryzen 5 7500F. Alors pour rappel, le 7500F, on en a déjà parlé, c'est un Ryzen 7600, mais sans la partie graphique.
Et en gros, l'intérêt c'est que ce processeur est un petit peu moins cher. C'est normalement dédié plus au marché chinois, mais apparemment celui-ci est maintenant disponible en Allemagne au détail. Et c'est effectivement le cas, si on regarde sur Geizhals, eh bien on peut effectivement trouver ce processeur à 202 €, ce qui n'est pas un mauvais prix dans l'ensemble, puisqu'on a grosso modo un Ryzen 7600 pour 200 balles, c'est plutôt pas mal. Donc on verra bien si on arrive aussi à trouver ce processeur par exemple en France à un tarif intéressant, puisque c'est vrai que là au tarif officiel c'est quand même 50 balles moins cher que le 7600, c'est pas inintéressant du tout. Si vous n'avez pas besoin de la partie graphique intégrée, ça fait quand même une belle réduction et ça reste un processeur tout à fait solide. Et on enchaîne avec Intel pour changer un petit peu d'AMD, puisqu'il y aura encore d'autres news avec AMD dans l'histoire après. Donc Intel a sorti un nouveau driver qui améliore apparemment les performances en DirectX 11 sur ses cartes ARC. Et c'est quand même une plutôt bonne nouvelle, puisque ça restait une des grosses faiblesses des cartes d'Intel jusqu'ici. Puisque comme on l'avait vu dans ma dernière vidéo sur les cartes d'Intel, alors on avait vu qu'en DirectX 9 ça se passait beaucoup mieux qu'avant, dans les jeux un petit peu plus anciens j'avais fait pas mal de tests, dans l'ensemble c'est très exploitable, même si les performances ne sont pas au même niveau que les cartes des concurrents, mais dans l'ensemble la plupart des jeux sont tout à fait jouables. Par contre on avait aussi vu que dans les jeux DirectX 11 c'était un petit peu la loterie, on avait des jeux où ça se passait plutôt bien, et d'autres où c'était une catastrophe totale, et bien apparemment là, avec ce nouveau driver, on a de bien meilleures performances en DirectX 11 dans un paquet de jeux. Plusieurs points par rapport à la communication d'Intel sur le sujet, c'est déjà qu'il n'y a que la 750 qui est mise en avant. La 770 semble disparaître de plus en plus, ce qui ne paraît pas forcément déconnant, puisqu'on a vu aussi qu'Intel avait arrêté de vendre la 770 16Go, tout du moins le modèle produit par Intel. Et c'est vrai que si on cherche à acheter de la 770 à l'heure actuelle, par exemple en France, c'est quand même hyper compliqué de la trouver à un tarif intéressant. On avait eu des belles promos aux alentours du mois de mai et du mois de juin où ça pouvait être intéressant. La 750 c'est pareil, on avait eu moyen de la trouver aux alentours des 220 balles même en France, à l'heure actuelle elle est un petit peu plus chère que ça. Donc c'est un petit peu dommage que les prix aient regrimpé un petit peu, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais là, en ce qui concerne les performances en DirectX 11, eh bien on peut voir que ça peut aller de 5% à 33% de performance en plus, par exemple sur Overwatch 2, c'est quand même un joli gain de performance par rapport au driver de sortie. On voit aussi que sur GTA 5, on a pas loin de 30% d'amélioration, Dota 2 20%, Counter-Strike 2 plus 18%. Dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a quand même des jolis petits gains de performance par rapport à ce qu'on avait à la base, et ça fait quand même plaisir. Après, j'ai pas encore eu l'occasion de tester ce nouveau driver, et j'y viendrai très probablement à un moment ou à un autre, puisque ça va être intéressant de voir. Par exemple, moi je sais qu'il y a des moteurs comme le moteur des Yakuza, qui est quand même assez compliqué pour les cartes d'Intel, et d'autres jeux DirectX 11, où c'était franchement pas terrible, donc ça va être intéressant de voir si ça a été amélioré. Et en parallèle de ça, on a aussi Intel qui est passé chez Gamers Nexus pour parler d'une nouvelle fonctionnalité sur Present Mode. Alors Present Mode, si vous connaissez pas, c'est un petit peu la base qui est utilisée sur des programmes comme FrameView, CapFrameX, pour monitorer les performances. Par exemple, moi CapFrameX, c'est ce que j'utilise pour faire mes benchmarks. Et bien cette nouvelle version a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle GPU Busy, et en gros ça permet d'un petit peu mieux observer ce qui se passe au niveau du frame time, et de voir à quel moment c'est le GPU qui travaille, et à quel moment c'est plus le processeur. Par exemple, comme on peut le voir ici dans le schéma qui avait été montré là, eh bien on voit que ce qui est en bleu là et ce qui est en jaune en dessous, eh bien le jaune c'est le GPU, là on voit que le frame time il y a un gros spike, eh bien ça veut dire en gros que c'est le processeur qui bloque ici. Donc en gros cette nouvelle fonctionnalité, ça permettra d'observer un petit peu mieux ce qui se passe du côté du bottleneck processeur par rapport au GPU, et voir un petit peu si tout ça est équilibré ou pas. Donc ça permettra d'observer tout simplement dans certaines conditions, si c'est la carte graphique qui bloque, si c'est le processeur qui bloque, si le jeu est plus GPU bound ou CPU bound, pour tirer de conclusions dans certains tests et compagnie. Donc ça va être un élément en plus à observer, et c'est pas totalement inintéressant. Donc bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de voir qu'Intel continue toujours d'améliorer les performances de ses cartes Intel Arc, et c'est vrai que depuis la sortie, le produit est quand même beaucoup mieux dans l'ensemble, même si c'est pas encore parfait, il reste encore pas mal de problèmes, mais c'est quand même beaucoup mieux que ça ne l'était. Et pour un premier lancement de GPU, je trouve quand même qu'Intel progresse de belle manière au fil du temps, et on voit qu'il incorpore même d'autres nouveautés, je dirais, à l'utilisation de tout le monde, et ça fait plutôt plaisir. Je trouve qu'Intel, du côté des GPU, même si on entend des choses plus ou moins contradictoires pour la suite, j'espère qu'ils vont continuer, et qu'ils continuent de proposer de nouveaux outils, comme là par exemple avec l'histoire du GPU Busy, puisque c'est plutôt cool. Donc ça va être intéressant de voir la suite. Et en parallèle de tout ça, on a également le XeSS 1.2 qui vient de sortir, et c'est une plutôt bonne nouvelle, puisque c'est vrai que dernièrement, le XeSS, c'est
plutôt bien, puisqu'on avait eu le XeSS 1.0 à la sortie des cartes Intel, et dans l'ensemble, celui-ci fonctionnait plutôt bien, principalement sur les GPU Intel, puisqu'il y a deux versions du XeSS, et la version, je dirais, accélérée, la plus optimale pour les GPU Intel, qui utilisent les Matrix Core, c'est l'équivalent des Tensor Core chez Nvidia, et en gros, quand on a accès à ça, on a la meilleure qualité d'image possible, et le moins de pertes de performance aussi. Mais le XeSS, on peut aussi l'utiliser avec des cartes d'AMD et d'Nvidia, et là, quand on utilise les cartes des concurrents, eh bien, ça va utiliser un jeu d'instructions différent, qui est moins optimal, qui est moins rapide, et qui proposera une qualité d'image légèrement moins bonne, mais ça propose malgré tout un upscaling plutôt correct. Et là, on avait déjà vu qu'avec le XeSS 1.1, c'était de mieux en mieux pour cet upscaler-là. Et bien là, avec le 1.2, on espère que ce soit encore le cas, puisqu'on a des jeux, comme j'en avais parlé sur mon test de la 7900 XTX, sur Remnant 2 par exemple, le XeSS avec une carte d'AMD, c'est largement mieux au niveau de la qualité d'image que le FSR2. Alors après, sur Remnant 2, je sais pas si c'est une histoire d'implémentation qui a raté pour le FSR, mais concrètement, vous passez de l'un à l'autre, vous voyez carrément la différence. L'image est bien meilleure avec le XeSS qu'avec le FSR2. Donc c'est aussi pour ça que moi je mets toujours en avant le fait que d'avoir accès aux 3 upscalers dans les jeux, c'est quelque chose de très positif, puisqu'on a des scénarios où certains upscalers sont plus performants que d'autres, tout du moins l'implémentation est meilleure dans certains titres plutôt que d'autres, du coup de pouvoir changer à la volée, et de ne pas être limité par exemple uniquement au FSR ou au DLSS, c'est une très bonne chose. Et ça fait le lien avec cette autre news, on avait déjà parlé de ça, sur Starfield, eh bien on craint justement qu'il n'y ait que le FSR2 qui soit disponible au niveau des upscalers à la sortie, et ça semble vraiment être le cas, puisque la pré-version est déjà en téléchargement, il y a déjà des testeurs qui testent le jeu, et apparemment il n'y a pas de DLSS 3 ou de DLSS 2 dans le titre, et donc probablement pas de XeSS non plus, ce qui serait quand même un petit peu dommage. Bon, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il y a déjà toujours des modeurs qui sont prêts à, je dirais, corriger le tir. Et donc apparemment, il y aurait déjà Pure Dark qui serait sur le coup. Il avait déjà rajouté le DLSS 3 et le DLSS 2 par exemple sur Jedi Survivor, et ça fonctionnait plutôt pas mal. Et il devrait proposer justement le DLSS sur le titre au moment de la sortie du jeu. Et on retourne du côté de chez AMD avec RDNA 4, alors on en avait parlé la dernière fois, on avait entendu dire que RDNA 4 au niveau des puces haut de gamme, ça pourrait être annulé. Malheureusement, il y a de plus en plus de sources et de rumeurs comme quoi on irait vraiment sur une annulation du haut de gamme pour RDNA 4, et on aurait aussi des renders de ce qu'aurait pu être la puce, puisqu'on avait par exemple chez Morzo is Dead qui avait proposé un schéma de la puce elle-même et de comment elle pourrait fonctionner, et il y a quelqu'un qui en a fait un render et qui explique un petit peu plus comment ça pourrait fonctionner. Et c'est vrai que quand on voit tout ça, eh bien on comprend tout de suite que RDNA 4, ça avait l'air d'être quand même un sacré bordel, on peut dire. Ça avait l'air quand même hyper complexe, et là on était vraiment parti sur du chiplet avec différentes puces, et quelque chose de beaucoup plus poussé que ce qu'on avait avec RDNA 3, où dans l'ensemble c'était un éclatement des puces, mais beaucoup plus simple que ce qu'on aurait eu là avec RDNA 4. Puisqu'avec RDNA 3 on avait le JCD et les MCD autour, et bien là comme on peut le voir ici, on aurait plusieurs shader engines, là par exemple on en avait 9, ce qui est quand même assez énorme, et on avait d'autres puces découpées aux alentours pour gérer d'autres trucs, et c'est vrai que dans l'ensemble c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait eu avec RDNA 3. Alors, apparemment AMD était plutôt confiant que ça pourrait fonctionner, mais apparemment ça coûterait trop cher à produire, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils auraient abandonné l'idée pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que ça ne sortira pas par la suite avec RDNA 5 par exemple. Alors ici je simplifie au maximum, mais c'est vrai que ça aurait été vraiment hyper intéressant de voir comment ce type de GPU pourrait fonctionner, quel type de performance on aurait pu avoir, et quels bénéfices aussi ça aurait pu avoir pour une gamme dans son ensemble. Malheureusement pour RDNA 4 apparemment on ne devrait pas avoir ça. Ça arrivera peut-être par la suite, mais c'est vrai que si AMD réussit à faire fonctionner ce type de produit, GG à eux, parce que ça a l'air vraiment d'être un sacré bordel comparé à l'implémentation classique monolithique. Là, on voit que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus complexe. Et pour terminer, on passe vite fait sur quelques news gaming, on va dire. Alors, on a Immortals of Aveum qui doit sortir dans pas très longtemps. C'est un des premiers jeux Unreal Engine 5 après Remnant 2. Là, la différence par rapport à Remnant 2, c'est qu'on devrait avoir l'humaine aussi. Et bon, apparemment, les specs qui sont sortis sont quand même assez costauds, puisque par exemple, pour jouer en 1080p 60 fps en low, eh bien, le jeu demanderait une 5700 XT ou une 2080 Super. C'est quand même déjà assez costaud pour du 1080p 60 en détail low, c'est quand même assez bas. Et pour du médium en 1440p 60 fps, eh bien il faudrait une 6800 XT ou une 3080 Ti. Ce qui est quand même là aussi vraiment très costaud. Et pour du
high en 4K 60, et bien il faudrait une 7900 XT ou une 4080, et en ultra 120 fps 4K, et bien ce serait une 7900 XTX ou une 4090. Alors, si vous observez un petit peu tout ça, vous remarquez peut-être qu'au niveau des specs, les GPU AMD et Nvidia, et bien apparemment, les GPU Nvidia seraient moins efficaces, puisqu'à chaque fois, c'est le modèle du dessus qui est présent en face, par exemple, entre la 6800 XT et la 3080 Ti. La 3080 Ti est normalement plus performante que la 6800 XT la plupart du temps. Pareil, la 7900 XT est normalement un petit cran en dessous de la 4080, et pareil avec la 7900 XT, c'est la 4090. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a déjà pu observer avec Remnant 2, où les cartes d'AMD ont un léger avantage sur les cartes d'Nvidia, voire même un gros avantage. Par exemple, on avait vu que la 7900 XTX était plus ou moins au niveau de la 4090. Donc si ça se répète encore une fois dans un autre jeu Unreal Engine 5, eh bien ce serait peut-être une tendance pour la suite, on sait pas trop, où les cartes d'AMD pourraient peut-être avoir un avantage sur les cartes d'Nvidia. Mais bon, au-delà de ça, c'est vrai que là, les specs sont quand même vraiment hyper costauds, d'autant plus qu'apparemment c'est avec de l'upscaling en mode quality, donc le jeu serait vraiment hyper lourd, et ça avait déjà été un petit peu le cas avec Remnant 2 à sa sortie, où le jeu paraissait vraiment super lourd par rapport à ce qui était proposé visuellement, donc faut espérer que ça se justifie un petit peu plus d'un point de vue visuel sur... comment il s'appelle ce jeu déjà sur Immortals of AVM, par rapport à ce qu'on avait eu sur Remnant 2, mais c'est vrai que bon, ça annonce peut-être que pour les jeux Unreal Engine 5, il faudra avoir du matos quand même assez costaud pour pouvoir faire fonctionner ça de manière plutôt correcte, et j'espère que la plupart des autres jeux seront peut-être un petit peu plus optimisés, puisque Remnant 2 à la sortie c'était quand même très compliqué. Là il y a eu quelques patchs, ça se passe un petit peu mieux maintenant, mais ça reste quand même un jeu très lourd dans l'ensemble. Et l'autre bonne nouvelle, je dirais, c'est Baldur's Gate 3. Alors, le jeu fait un carton, ça se vend vraiment très bien. Apparemment, il y a eu 5,2 millions d'unités vendues sur Steam, selon l'ambassade de Belgique, puisque pour rappel, le développeur de Baldur's Gate 3, c'est l'Ariane Studio et ils sont belges. 5,2 millions pour ce type de jeu, c'est vraiment incroyable, et c'est mérité, je trouve, puisque le jeu est vraiment très bon. Alors, le type de jeu plaira pas forcément à tout le monde, mais c'est vrai que pour les amateurs de RPG du genre, le jeu est quand même assez incroyable au niveau de la liberté et des choix qu'on peut faire. Ça fait plaisir de voir ce type de jeu revenir sur le devant de la scène. Donc personnellement, moi j'y joue avec des amis, mais on passe du plutôt bon temps, c'est plutôt rigolo. Donc moi je suis plutôt content de voir qu'un jeu bien fait, terminé, et où il n'y a pas de Battle Pass et compagnie, et pas de cosmétiques à acheter et machin, ça fonctionne bien, il y a toujours de la place pour ce type de jeu, il y a une demande. Et on espère qu'on ait de plus en plus de jeux où les joueurs sont un petit peu plus respectés, puisque comme on le voit ici, ça fonctionne. Donc c'est peut-être aussi une leçon pour beaucoup de développeurs qui nous sortent les mêmes types de jeux depuis des années. Là on a quelque chose d'intéressant, faut espérer que ça fasse un petit peu cas d'école auprès des développeurs en général. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Après ça, moi je pars en vacances la semaine prochaine. C'est pas pour autant que vous n'aurez pas de vidéo sur la chaîne, puisque j'ai préparé quelques trucs. Normalement il devrait y avoir 2-3 vidéos la semaine prochaine. Et puis, sinon, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire des trucs pénibles de YouTube. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!